Bonjour tout le monde. Pour commencer l'année, on va commencer par les dosages. Donc c'est un petit rappel de l'année dernière, de ce qu'on a fait sur les dosages. Sachant qu'il y a une petite partie sur les dosages qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ce sera les dosages liés aux réactions acido-basiques, vu qu'on n'a pas vu encore les réactions acido-basiques. Donc les rappels peuvent commencer. Donc, quels sont les différents types de dosages? Il y a deux types de dosages. Donc, premièrement, la définition. Donc un dosage, c'est une méthode chimique qui permet de trouver la quantité de matière ou la concentration, à partir de la quantité de matière, d'une espèce chimique au sein d'un échantillon. Donc vous avez un échantillon, vous voulez connaître la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans cet échantillon, vous êtes obligé de faire un dosage. Deux types de dosages sont possibles, soit les dosages par étalonnage, et un dosage par étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est un dosage qui permet de garder l'échantillon intact. On ne le souille pas, ça veut dire qu'on n'ajoute pas quelque chose dedans, et on ne le détruit pas. Ça veut dire qu'on ne va pas détruire, on va pas faire une réaction chimique pour détruire le réactif, donc l'espèce chimique qui est à étudier. Donc, quand on fait le dosage par étalonnage, le but c'est de faire une droite d'étalonnage, d'établir une droite d'étalonnage. Qu'est-ce qu'une droite d'étalonnage? C'est une droite qui est faite à partir de points connus. Donc ça, on reverra ça juste après. Et une fois qu'on a cette droite d'étalonnage, on peut comparer cette droite d'étalonnage avec la mesure qu'on va faire de l'échantillon inconnu. Et donc un dosage par étalonnage, on peut soit mesurer une absorbance, soit une conductivité. Donc le dosage par étalonnage peut être un dosage par étalonnage conductimétrique ou un dosage par étalonnage spectrophotométrique si on mesure l'absorbance. Conductimétrique si on mesure la conductivité, et spectrophotométrique si on mesure l'absorbance. Donc pour la conductimétrie, on a besoin d'avoir que l'espèce chimique soit un ion, et pour la spectrophotométrie, on a besoin que l'espèce chimique soit colorée. Deuxième type de dosage, ce sont les dosages par titrage. Et vous avez déjà vu ça aussi l'année dernière, par exemple les titrages colorimétriques ou conductimétriques. Donc qu'est-ce qu'un titrage? C'est un dosage, donc c'est un type de dosage, qui donne lieu à une réaction chimique. Donc cette fois-ci, on va détruire l'échantillon. Cette réaction chimique doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être totale, c'est-à-dire que tout le réactif doit se transformer en produit. Elle doit être rapide, parce que si elle n'était pas rapide, par exemple, si vous voulez connaître la concentration d'une espèce, ça veut dire qu'à chaque goutte que vous allez mettre, il faut attendre 1 heure, 2 heures, 2 jours, etc. Donc ça, c'est impossible à faire. Donc il faut qu'elle soit rapide, c'est-à-dire que dès que vous mettez la goutte, ça réagit. Et il faut qu'elle soit unique, ça veut dire que quand vous mettez deux réactifs, il faut que ces deux réactifs donnent lieu à une seule réaction. C'est-à-dire que les produits, vous puissiez savoir quels sont les produits qui vont arriver suite à ce dosage, suite à cette réaction. Si en mettant deux réactifs, vous avez plusieurs réactions possibles, donc plusieurs produits possibles, donc là, il ne sera pas possible de faire un dosage avec ce type de réaction. Donc la réaction chimique doit être totale, rapide et unique entre l'espèce attitrée et une autre espèce appropriée, qu'on nomme espèce titrante. Donc on a deux espèces, l'espèce attitrée, qui est dans la solution attitrée, et l'espèce titrante, qui est dans une solution qu'on appelle titrante. Qu'est-ce qu'on fait dans un dosage par titrage? On suit une grandeur au cours de la réaction. Donc en général, on va mettre une sonde. Donc on suit soit la couleur de la solution, là il n'y a pas besoin de sonde, c'est un dosage colorimétrique, soit on va suivre le pH, ça va être un dosage pH métrique, dosage par titrage pH métrique, soit on va suivre la conductivité de la solution, dans ce cas-là, ça va être un dosage par titrage conductimétrique. Colorimétrique, là on a besoin d'une espèce colorée, soit une espèce colorée, soit on ajoute un indicateur coloré, si la solution à la base est incolore. Et le but, c'est de connaître le volume équivalent. Et le volume équivalent, on l'a au changement de couleur. Le dosage par titrage pH métrique, je vous le dis rapidement, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui.
On verra ça dans quelques semaines. Donc on fait une réaction acido-basique et on suit l'évolution du pH en fonction du volume versé de la solution titrante. Et donc on va établir une courbe pH en fonction du volume. Et grâce à cette courbe-là, on pourra trouver le volume équivalent. Donc je vous dirai ça plus tard. Et ensuite le dosage par titrage conductimétrique. Donc vous pouvez remarquer que vous avez deux types de dosage conductimétrique, donc soit le dosage par étalonnage conductimétrique, soit le dosage par titrage conductimétrique. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? La réaction concerne des ions et on va suivre la conductivité en fonction du volume versé de solution titrante. Et donc on va avoir une courbe sigma en fonction du volume versé de solution titrante. Et cette courbe, en fait, ça va être deux portions de droite. Et lorsqu'on aura un changement de pente entre ces deux portions de droite, c'est là qu'on aura le volume équivalent. Donc le but d'un dosage par titrage ou d'un dosage même par... non, juste par titrage, c'est de trouver le volume équivalent. Et voilà, donc là vous avez la fiche qui récapitule un petit peu qu'est-ce qu'un dosage. On va rentrer maintenant dans chacun de ces dosages, en commençant par les dosages par étalonnage. Donc le dosage par étalonnage spectrophotométrique, ça ne veut pas venir, on attend un petit peu. C'est bon. Donc là je vous donne les protocoles expérimentaux. Donc le but d'un dosage par étalonnage, c'est toujours de préparer une série de solutions à partir d'une solution mère. Donc ces solutions, ce sont des solutions dont vous connaissez les concentrations. Pourquoi? Parce que la solution mère, vous connaissez sa concentration, et vous avez préparé les solutions filles, donc ces 6 solutions, à partir de la solution mère, en connaissant exactement, en sachant exactement quel volume vous avez mis d'eau, quel volume vous avez mis de solution mère. Donc c'est une dilution. Donc vous connaissez les formules de dilution, révisez ça. Donc vous connaissez, le but c'est de vraiment comprendre que vous savez quelles sont les concentrations de ces 6 solutions. Une fois que vous avez ces 6 solutions, vous mesurez l'absorbance de chacun de ces échantillons dans un spectrophotomètre. Donc vous avez une valeur d'absorbance, vous avez la concentration de ces solutions, donc ça vous fait un couple concentration-absorbance. Et là, vous pouvez, dans la courbe absorbance en fonction de la concentration, vous pouvez placer ces points. Donc ça, je vous rappelle, c'est un spectrophotomètre avec la cuve que vous mettez à l'intérieur. Donc là, là, il y en a 5. Moi, je vous avais dit 6. Ça peut être 5, 6, peu importe. Vous avez 5 solutions que vous avez préparées à partir d'une solution mère. Vous connaissez les concentrations. Vous mesurez l'absorbance dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une courbe d'étalonnage. Ou une droite d'étalonnage, c'est pareil. La courbe, c'est une droite, donc on appelle ça aussi une droite d'étalonnage. Donc là, on a bien une droite d'étalonnage. On a ces 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent aux 6 solutions. Et à partir de ça, ça va nous aider à connaître la concentration de la solution, la concentration de l'espèce chimique qui est dans la solution inconnue. Celle-ci. Donc à la base, c'est celle-là qu'on voulait. Donc, on a préparé toutes celles-là juste pour connaître celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure l'absorbance maintenant de cette solution-là, l'inconnue, donc l'échantillon S qui contient l'espèce à doser. Et on n'a plus qu'à reporter cette valeur de l'absorbance sur la courbe d'étalonnage, comme ici. On a l'absorbance qui a été mesurée, imaginez que ce soit 0,64 par exemple, c'est ici, et on reporte ça sur la droite d'étalonnage, et on fait un projeté orthogonal. Et ça nous donne la concentration de cette solution-là, concentration de l'espèce chimique qu'il y a dans cette solution. Et donc voilà, le protocole, il est à connaître. Vous n'êtes pas obligé de retenir par cœur ce que j'ai écrit ici. Vous pouvez même le résumer. C'est même mieux de le résumer, parce que sinon vous allez prendre beaucoup de temps. Si on vous demande ça dans un contrôle ou un TP, à écrire tout ça, c'est un peu long. Donc résumez ça. Par contre, moi je vous l'ai mis pour que je vous l'ai mis un peu plus détaillé pour que vous compreniez bien. Maintenant, dosage par étalonnage conductimétrique. Donc c'est à peu près la même chose. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes. On prépare 6 solutions, 2 concentrations connues.
Cette fois-ci, au lieu de mesurer l'absorbance de ces 6 solutions, on mesure la conductivité de ces 6 solutions à l'aide d'une sonde conductimétrique. Et on réalise une courbe d'étalonnage. Cette fois-ci, ce n'est pas l'absorbance en fonction de la concentration, c'est la conductivité en fonction de la concentration. On mesure la conductivité de la solution de l'échantillon S, et ensuite, on reporte sur la courbe d'étalonnage, ce qui nous donne ça. Donc, au début, ce qu'on a fait, c'est on a construit la droite d'étalonnage à partir des 6 solutions, et ensuite, on a mesuré la conductivité de la solution inconnue, et on l'a reportée sur cette courbe-là. Et ça vous donne la concentration. C'est bien le but d'un dosage, c'est de connaître la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique que vous voulez doser. Donc là, on a terminé le dosage par étalonnage. Donc c'est exactement pareil, le dosage par étalonnage conductimétrique que par spectrophotométrie. C'est vraiment pareil. Ce qui change, c'est qu'on mesure la conductivité au lieu de l'absorbance. Maintenant, on arrive au dosage par titrage. On va commencer par le dosage par titrage colorimétrique, c'est le plus simple. Donc le dosage par titrage colorimétrique, comment ça marche? Donc, vous vous souvenez, vous avez une solution attitrée ici, dans le Bécher ou dans l'Erlenmeyer. Attitrée, ça veut dire dont vous voulez connaître la concentration. Et vous avez une solution titrante dans la burette graduée. Vous allez réaliser donc une réaction chimique entre les deux pour trouver un volume équivalent. Donc, comment est-ce qu'on fait? On introduit un volume connu qui s'appelle prise d'essai, V1 de la solution attitrée dont vous connaissez vous ne connaissez pas la concentration, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, dans un Bécher ou un Erlenmeyer. Pourquoi un Erlenmeyer? Normalement, c'est mieux un Erlenmeyer, surtout pour le dosage par titrage colorimétrique, parce que quand vous mélangez avec le barreau aimanté, le mieux c'est de ne pas avoir des gouttes qui éclaboussent un peu partout. Donc un Erlenmeyer, c'est un peu mieux parce que les gouttes peuvent retomber dans l'Erlenmeyer. Pourquoi parfois on met un Bécher? Le Bécher, on va surtout le mettre pour les dosages par titrage conductimétrique ou pH métrique parce qu'on a une sonde à mettre à l'intérieur. Et un Erlenmeyer, c'est assez étroit. Donc mettre une sonde plus la burette, etc., c'est un peu compliqué. Donc dans ce cas-là, on va plutôt préférer mettre un Bécher. Mais pour un dosage par titrage colorimétrique, le mieux c'est de mettre un Erlenmeyer. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce Bécher? Donc la solution attitrée, un barreau aimanté pour pouvoir mélanger le tout, pour que la réaction se fasse de façon homogène dans toute la solution. Et ensuite, on place le Bécher sur un agitateur magnétique qui va pouvoir permettre d'agiter le barreau aimanté afin d'homogénéiser le tout pendant que la réaction a lieu. Qu'est-ce qu'on met en dessous? Je ne l'ai pas mis ici, mais retenez ça. On va mettre aussi un petit papier blanc sous le Bécher pour mieux percevoir le changement de teinte, le changement de coloration. Donc retenez ça quand vous êtes en TP, mettez un petit papier en dessous, papier blanc. On peut ensuite ajouter un indicateur coloré si aucun des réactifs n'est coloré. Mais si on a une solution qui est déjà colorée et qui va se changer de couleur ensuite à la fin de la réaction, il n'y a pas besoin d'indicateur coloré. Un indicateur coloré, c'est une solution dont on va mettre quelques gouttes pour colorer le tout et qui change de couleur en fonction du pH. On verra ça la semaine prochaine, non, dans 3 ou 4 semaines. Ensuite, papier blanc, c'est ce que j'ai mis, je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on introduit dans la burette graduée une solution qui contient l'espèce titrante. Retenez, quand vous mettez vous introduisez votre espèce titrante dans la burette graduée, au départ, quand vous êtes en TP en général, vous avez de l'eau dans la burette graduée. Donc vous videz cette eau-là, et ensuite il faut rincer pour enlever les gouttes d'eau. On ne va pas rincer avec de l'eau. En fait, ce qu'il faut, c'est remplacer les gouttes d'eau par des gouttes de solution titrante. Donc on va rincer avec de la solution titrante, pas beaucoup, on n'en met pas 3 tonnes, juste on rince avec la solution titrante et ensuite on vide et on peut re-remplir le tout avec la solution titrante jusqu'au zéro. Et ensuite on effectue le dosage en versant la solution titrante
soit millilitre par millilitre, soit goutte à goutte. Le mieux ici, c'est un goutte à goutte rapide au début pour un dosage par titrage colorimétrique. On fait un goutte à goutte rapide, on fait bien attention au changement de couleur, et dès que ça change un tout petit peu de couleur, on passe au goutte à goutte un peu plus lent, et on s'arrête, on ferme le robinet dès que le changement de couleur est réalisé. Et là, vous pouvez lire sur votre burette graduée le volume équivalent. Et le volume équivalent va vous permettre de retrouver la concentration. Comment? Je ne vais pas m'attarder dessus, vous connaissez déjà normalement. Donc à l'équivalence, vous savez que le réactif A et B, donc A et B, A c'est la solution titrante, B c'est ce qu'il y a dans la solution A titrée, donc ça c'est ce qu'on veut. Nous on veut connaître CB, donc la concentration de B. Vous savez que à l'équivalence, les réactifs A et B sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc ça veut dire que les deux sont totalement consommés. Donc si vous regardez tout à la fin, donc dans le tableau d'avancement, vous regardez tout à la fin, ça veut dire que ça est égal à 0 et ça est égal à 0. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc si ça est égal à 0, on trouve x max est égal à NaE, donc la quantité de matière de A à l'équivalence, divisé par A qui est le nombre stoichiométrique ici, le coefficient stoichiométrique. Pareil pour B, donc on a x max qui est égal à la quantité de matière de B à l'instant initial, divisé par B. Donc comme x max égale à x max, on a ça est égal à ça. Donc ça, vous pouvez le retenir aussi. Il n'y a pas besoin en vrai de repasser par le tableau d'avancement, mais il faut savoir d'où ça vient. Donc, à l'équivalence, on a la quantité de matière de lui sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de lui sur son coefficient stoichiométrique. Et grâce à ça, vous pouvez retrouver ensuite la concentration de l'espèce attitrée. Parce que N est égal à C fois V des deux côtés. Donc si on veut CB, le B il remonte ici et le VB il descend en bas. Et finalement on a ça. Donc ça c'est quelque chose qui est général, mais vous allez le faire pour chaque cas que vous allez étudier. Et donc le but c'est vraiment de trouver la concentration. Donc, grâce au volume équivalent, vous pouvez trouver la concentration. Ensuite, le dosage par titrage conductimétrique. C'est à peu près la même chose. Comment ça va marcher? Cette fois-ci, on va mettre une sonde à l'intérieur. C'est pour ça qu'on utilise un bécher. Donc pas besoin d'utiliser un Erlenmeyer. On ne connaît pas la concentration qui est ici, de l'espèce attitrée. Par contre, on connaît le volume. On connaît le volume de l'espèce titrante. Ça, c'est la prise d'essai. Et on connaît la concentration de l'espèce titrante. Donc tout ça, en fait, c'est un schéma que vous devez savoir faire. À chaque fois, vous devez mettre exactement tout ça. Donc la burette, dans la burette, qu'est-ce qu'il y a? Une solution titrante. Vous mettez les espèces qui sont présentes à l'intérieur. Par exemple H3O+, HO-, Na+, etc. Vous mettez la concentration de l'espèce qui va faire la réaction, son volume à l'équivalence. Donc ça, vous ne pouvez pas le mettre au début, mais vous pouvez le remplir une fois que vous avez calculé le volume à l'équivalence, ou mesuré le volume à l'équivalence. Et vous faites la même chose pour la solution attitrée. Ensuite, vous avez aussi de l'eau distillée aussi. Pourquoi est-ce qu'on met de l'eau distillée en plus? Parce que si vous mettez par exemple 10 ml de prise d'essai, 10 ml c'est un fond de bécher. Et un fond de bécher, ça ne permet pas à ce que la sonde conductimétrique plonge dans la solution. Or, il faut qu'elle plonge complètement dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'eau là-dedans pour qu'elle plonge dedans. Est-ce que c'est un problème? Non. Parce que quand on ajoute de l'eau, on fait une simple dilution. Donc la quantité de matière à l'intérieur est la même. Donc il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un conductimètre. Donc le protocole expérimental, je vous laisse le regarder. C'est exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'on met la sonde conductimétrique. La chose qui change aussi, c'est que cette fois-ci, on va effectuer un dosage en versant la solution titrante millilitre par millilitre. Pas goutte à goutte rapide, puis lent. Millilitre par millilitre, et on relève à chaque millilitre la valeur de la conductivité. Et ça, vous le relevez, vous l'inscrivez quelque part. À tel volume, on a telle conductivité. À tel volume, on a telle conductivité, telle valeur de conductivité, etc. etc. Et ça vous permettra de faire ensuite la courbe. Donc on trace la courbe de la conductivité en fonction du volume versé.
et on détermine le volume équivalent de façon précise. Et elle a lieu lorsqu'il y a rupture de pente. Quand vous avez par exemple une portion de droite comme ça et une portion de droite comme ça, le volume équivalent est pile poil au changement de pente. Et là, justement, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ce changement de pente. Donc le volume équivalent, on voit, il est ici. Pour celle-ci, il est ici. Donc c'est lors de la rupture de pente. Ici, on voit que la conductivité diminue. Quand est-ce que la conductivité diminue d'une solution? Ça a lieu quand des espèces chargées se transforment en espèces neutres. Parce qu'au départ, on avait des ions qui se sont transformés par réaction chimique en molécules non chargées, neutres. Donc ça veut dire que comme la conductivité mesure et une certaine mesure du nombre d'ions, c'est pas tout à fait ça. Et on va dire que c'est à peu près ça. Donc plus il y a d'ions présents en solution, plus la conductivité sera grande. Moins il y a d'ions en solution, plus la conductivité sera petite, sera faible. Donc ici, si des espèces qui étaient chargées au début se transforment en espèces neutres, la conductivité va diminuer. Deuxième possibilité, des espèces chargées se transforment en d'autres espèces chargées, mais de conductivité molaire plus faible. C'est comme si je vous disais, il y a un match de foot, vous avez 11 joueurs dans la première équipe, 11 joueurs très forts, vous remplacez un joueur très fort par un joueur remplaçant qui est moins fort que lui. L'équipe, finalement, elle sera moins forte. C'est ce qu'on a ici. Donc dans ces deux cas-là, la conductivité de la solution va diminuer. Dans quel cas maintenant est-ce qu'elle va augmenter? Comme c'est le cas ici, ici ou ici. Dans le cas inverse, des espèces neutres qui se transforment en espèces chargées, ou alors des espèces chargées qui se transforment en espèces chargées de conductivité molaire plus forte. Donc c'est pour ça qu'on a la conductivité qui diminue ou qui augmente. Donc maintenant, on va prendre des cas un peu plus précis. On va prendre un exemple, on va dire général, mais ensuite un exemple plus précis. Donc on a bien deux droites qui, à cause de ça, en fait, à cause d'une réaction chimique qui transforme des ions en espèces neutres, ou alors des ions d'une certaine conductivité en ions d'une conductivité plus faible ou plus forte, on aura donc une pente qui va changer dans cette courbe-là. On va maintenant réfléchir à ce qui se passe avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Donc 3 points. Avant l'équivalence, le plus important c'est avant et après. Mais je vais vous dire aussi ce qui se passe pendant l'équivalence. Donc avant l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? C'est ici. C'est quand ici ça diminue ou alors ici ça augmente légèrement. Dans la solution attitrée, qu'est-ce qu'il y a? L'espèce attitrée diminue. Pourquoi? Parce qu'elle était en excès au début, et comme c'est un réactif ça diminue toujours. Mais elle était en excès. Si elle était limitante, si l'espèce était limitante, ben, j'aurais pas dit diminue, j'aurais dit qu'elle était nulle, vu qu'elle est limitante. Donc c'est ce que vous avez dans le bécher. Donc vous avez une espèce attitrée dans le bécher. Plus vous allez ajouter d'espèces titrantes dans la solution, plus l'espèce attitrée va diminuer. Ensuite, vous avez des espèces spectatrices dans la solution attitrée. Pourquoi? Parce qu'une solution, c'est toujours un ion positif, donc un cation, accompagné d'un anion. Ça peut être autre chose, ça peut être un cation plus deux anions, etc., tant que la charge globale est neutre. Donc vous avez un cation, un anion, par exemple. L'espèce attitrée, ça va être que le cation, par exemple. Donc l'anion qui l'accompagne dans la solution sera une espèce spectatrice. Elle ne va pas participer à la réaction chimique. Donc comme elle ne participe pas à la réaction chimique, sa concentration va rester constante. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous le savez, quand je mets entre crochets ici, ça veut dire concentration molaire. Concentration en quantité de matière. Dans la solution titrante, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? L'espèce titrante, elle sera toujours nulle dans le bécher. Pourquoi? Parce que dès que vous mettez une goutte d'espèce titrante dans le bécher, elle va réagir et elle va disparaître. Parce que c'est le réactif limitant. Et l'espèce spectatrice qui accompagne l'espèce titrante dans la burette,
elle va augmenter. Pourquoi? Parce que vous l'ajoutez dans le bécher, mais elle ne réagit pas. Donc vous allez en ajouter, ça augmente. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les produits. Vu qu'il y a une réaction qui se passe, il y a des produits qui apparaissent. Et ces produits augmentent. Au début, il n'y en avait pas du tout, et ensuite, ça augmente de plus en plus. Donc voilà ce qui se passe avant l'équivalence. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'équivalence. Donc à l'équivalence, c'est à la rupture de pente, ici. La solution attitrée, c'est quoi l'équivalence? D'abord, un petit rappel, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est lorsque les deux réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire qu'ils sont consommés entièrement, les deux. Donc les deux sont des réactifs limitants. Donc dans l'espèce attitrée, sa concentration est nulle. Ce sera pareil pour l'espèce titrante. L'espèce spectatrice reste constante. Elle ne change pas parce qu'elle ne réagit pas. Tout est dans le bécher. Dans la solution titrante, on a pareil, l'espèce titrante qui est nulle, sa concentration, et l'espèce spectatrice, elle a une certaine valeur non nulle. On ne peut pas la calculer tout de suite. Vous pouvez la calculer grâce à la loi de Kohlrausch. Mais peu importe, elle a une certaine valeur, mais elle est non nulle. Et les produits ont une concentration maximale. Ils ne peuvent pas augmenter puisqu'il n'y a plus de réactifs pour produire des produits. Donc là, on est pile poil ici. Ici. Ça veut dire que si vous voulez sa conductivité, c'est la conductivité qui est là. C'est une valeur. On ne dit pas que ça diminue parce que c'est un point précis. Ensuite, après l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Cette fois-ci, dans la solution attitrée, qu'est-ce qu'on va avoir? L'espèce attitrée qui est toujours nulle, tout a été consommé. L'espèce spectatrice reste constante, elle ne réagit pas. Dans la solution titrante, l'espèce titrante augmente. Ça devient le réactif en excès. Pourquoi? Parce qu'on continue d'ajouter dans le bécher de la solution titrante. Dans la solution titrante, il y a de l'espèce titrante. Mais comme il n'y a plus d'espèce attitrée, elle ne va plus réagir. Donc elle va juste être versée dans le bécher et ça va augmenter. Sa concentration va augmenter. Et ça va être pareil pour l'espèce spectatrice qui est dans la solution titrante. Pour les produits, ils ont toujours la même valeur que à l'équivalence. Ça n'évolue plus, il n'y a plus de réaction. La réaction est terminée. Donc j'espère que j'ai bien été clair. On continue, on prend un exemple. On va titrer des ions oxonium H3O+, d'une solution d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est HCl. Donc dans l'eau, ça donne H3O+, et Cl-. Donc vous avez vu ici que c'est la solution d'acide chlorhydrique. Dans la solution, il y a un cation et un anion. Qui va réagir ici? Ça va être H3O+. Cl- ne sert à rien. Il est juste dans la solution. Mais donc c'est une espèce spectatrice. On va titrer ça par une solution d'hydroxyde de sodium. HO- Na+. Donc pareil, on a un cation, là Na+, et un anion HO-. Qui va réagir? C'est HO-, ça va être l'espèce titrante. Na+, ça va être une espèce spectatrice, qui est dans la solution titrante. Comment je sais qui est la solution A titrée, qui est la solution titrante? Quand on dit on titre tel, ça veut dire qu'on veut connaître la concentration de tel. Donc ça veut dire que H3O+, on ne connaît pas sa concentration. Donc c'est l'espèce A titrée. Par qui est-ce qu'on va titrer H3O+? Par HO- de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc par ça. Donc ça, c'est l'espèce titrante. Quelle est la réaction support du dosage? Donc, il faut toujours trouver et écrire la réaction support du dosage quand on fait un dosage, par titrage. Donc, quelles sont les espèces en présence? On a ça dans le bécher, H3O+, et on a HO- que l'on verse dans la burette. Donc, tous les deux vont réagir. Cl- et Na+, sont présents aussi. Mais comme ils ne réagissent pas, on ne les met pas dans la réaction. Pourtant, il faudra en prendre compte pour la conductivité. Donc, ici, c'est ce qu'on va avoir. Quand vous titrez, vous avez une courbe de ce type-là. Pourquoi une courbe de ce type-là? Justement, on va y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence? Avant l'équivalence, H3O+, c'est un réactif, donc il va diminuer. C'est le réactif en excès. Pourquoi en excès? Parce que c'est celui qui est dans le bécher. Et j'ajoute le HO- goutte à goutte, millilitre par millilitre. Donc,
forcément, ça va être celui qui est au début, en tout cas, le réactif limitant, HO-. Donc H3O+, il est en excès, donc il diminue, mais il n'est pas nul. Cl-, c'est dans le bécher, donc il reste constant. Ça, c'est la solution à titrer, dans le bécher. HO-, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste nulle. Pourquoi? Parce qu'on ajoute dans le bécher HO-, qui était dans la burette, et dès qu'on ajoute une goutte, ça réagit avec H3O+, et ça disparaît. Ça disparaît pas, ça réagit. En tout cas, il n'y en a plus. Na+, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais en tout cas, c'était dans la burette. L'ion sodium était dans la burette. On le verse dans le bécher. Par contre, lui ne réagit pas. Donc, si je verse une goutte, j'aurai tant de molécules, tant d'ions Na+. Je verse une deuxième goutte, j'en aurai encore plus, etc., etc. Donc, ça augmente. Ça provient de la solution titrante. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui diminue ou ce qui augmente. Donc, si on avait deux choses qui diminuaient, c'est très simple, on sait que la conductivité va diminuer. Si on avait deux choses qui augmentaient, c'est très simple, la conductivité augmente. Là, on a une chose qui diminue, une chose qui augmente. Donc, il faut savoir qui est le plus fort entre les deux. La conductivité molaire de H3O+, est plus forte que celle de Na+. Je vais vous le prouver ici. Donc, vous avez le tableau ici. H3O+, c'est 349,8 fois 10-4, alors que Na+, c'est 50,1 fois 10-4. H3O+, est plus fort, donc c'est lui qui l'emporte. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer? La conductivité va diminuer. Et c'est ce qu'on a ici. Avant l'équivalence, on voit bien que ça diminue. Ensuite, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? On a H3O+, et HO- qui sont des réactifs limitants, parce que les deux ont été introduits en proportion stoichiométrique. C'est la définition de l'équivalence. Donc on a 0 ici, 0 ici. On a Cl- qui est égal à H3O+ à l'équivalence. Et Na+ égale à HO- à l'équivalence. Ça, peu importe. Peu importe, il faut juste y réfléchir pour si jamais on vous demande la valeur de la conductivité, vous pouvez ensuite la trouver grâce à la loi de Colrausch. Donc vous avez besoin des conductivités molaires et des concentrations. On le fera dans un exercice. Mais ce qui est plus intéressant ensuite, c'est après l'équivalence. Je vous l'ai mis ici en plus. Selon la loi de Colrausch, qu'est-ce qu'on a? On a la conductivité de la solution qui est égale à la conductivité molaire de Cl- fois sa concentration, plus la conductivité molaire de Na+ fois sa concentration. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis H3O+ et HO- Parce qu'ils sont nuls. Donc si j'avais fait la même chose, comme ça c'est égal à 0 pour H3O+ et HO-, donc ça s'annule. Et ici vous avez donc sa conductivité, la conductivité de la solution à l'équivalence, celle que vous avez calculée ici. En général, on ne vous le demande pas ça. Maintenant, après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? H3O+, c'est le réactif limitant. Il n'y en a plus du tout dans le bécher. Même si vous ajoutez HO-, il ne se passe plus rien puisqu'il n'y a plus d'H3O+. Cl-, on a la même quantité de matière qu'il y avait au début, ça n'a pas réagi, c'est ce qu'il y avait dans le bécher. HO-, c'est ce qu'il y avait dans la burette. À chaque fois qu'on mettait une goutte avant l'équivalence, ça réagissait, donc sa concentration était nulle. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'H3O+ dans le bécher. Tout a été consommé. Donc si vous rajoutez encore une goutte de HO-, il va rester dans le bécher. Donc dans ce cas-là, vous aurez la concentration d'hydroxyde, de l'ion hydroxyde qui va augmenter. C'est le réactif en excès. Donc vous avez justement une deuxième définition de l'équivalence qui dit que il y a changement de réactif limitant. Donc avant l'équivalence, le réactif limitant c'était HO-. Après l'équivalence, le réactif limitant est H3O+. Et Na+, vu que c'était dans la burette et que vous continuez d'ajouter dans le bécher le contenu de la burette, la concentration d'Na+ va augmenter aussi. Donc là, c'est très simple. On a deux choses qui augmentent. Le reste est constant. Donc, la conductivité molaire de la solution, la conductivité de la solution, pardon, augmente après l'équivalence. C'est pour ça que vous avez cette courbe-là. Encore une fois, j'espère avoir été clair.
on va maintenant déterminer, je vais pas revenir dessus, ça c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Une fois qu'on a le volume équivalent, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la concentration que l'on voulait. Et ensuite, le troisième type de dosage par titrage, c'est le dosage par titrage pH métrique. Mais celui-ci, on le verra dans quelques semaines, dans à peu près un mois ou un mois et demi, quand on aura vu déjà les réactions acido-basiques, donc les acides, les bases, et aussi les réactions équilibrées. Donc voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à faire aussi le QCM que je vais vous mettre en ligne pour voir si vous avez bien compris. Et à bientôt en cours. Au revoir.